La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger. Les éditions du 81. Chapitre 1. Applique les décisions des autorités et reste pragmatique. Lorsque je suis entré dans l'administration, j'avais foi en la technocratie, un monde dans lequel le savoir des experts est capable d'appréhender le réel, de dire le vrai et d'orienter dans la bonne direction. Hors des méthodes rationnelles que seul moi ou mes semblables pouvaient correctement identifier. Compte tenu de nos longues études sélectives, rien n'existait. Si des conservateurs endurcis, des fantaisistes ou des idéologues avaient d'autres idées, nous saurions bientôt, par des démonstrations étayées, les faire revenir à la raison. J'entendais bien, en devenant fonctionnaire, chambouler toutes ces routines figées depuis Colbert et dérouler mes idées de réforme. Tout ne s'est pas déroulé exactement de cette manière. Le principal obstacle à ce projet juvénile est qu'un fonctionnaire est là pour mettre en œuvre non ses propres idées, mais celles des autres. Il peut conseiller, mais le dernier mot reste aux politiques. Les obligations de loyauté et d'obéissance, qui impliquent une fidélité à la politique décidée par les dirigeants légalement élus, sont une loi d'airain dans la vie administrative. Elles s'enracinent, ici aussi, dans l'engagement féodal des vassaux médiévaux, dont la transgression correspondait au grave crime de félonie. Très ancrées dans la culture administrative, ces obligations de loyauté et d'obéissance sont mal connues et incomprises à l'extérieur de l'administration. Leur force est souvent minimisée. Certains hommes politiques ou commentateurs accusent parfois les fonctionnaires de reproches contradictoires. Dans l'opposition, ils peuvent penser que les agents publics sont inféodés au gouvernement. Dans la majorité, d'autres estiment au contraire que les fonctionnaires les poignardent dans le dos en les empêchant de mettre en œuvre la politique pour laquelle ils ont été élus. Contre toute logique, il arrive que les uns et les autres reprochent aux fonctionnaires d'être sans colonne vertébrale et de manger à tous les râteliers en s'accommodant sans conscience de tous les régimes. En réalité, les fonctionnaires français incarnent une tradition de grande loyauté et d'obéissance sans faille vis-à-vis du pouvoir politique dont ils relèvent et qu'ils servent. Ils mobilisent tout leur savoir-faire et leurs ressources pour la mise en place des projets des élus, quelle que soit leur propre opinion. J'ai rencontré, à de très nombreuses reprises dans ma carrière, des fonctionnaires qui déployaient sans compter leurs heures de travail, leur énergie, leur créativité et leur force de conviction à mettre en œuvre des politiques que leurs opinions personnelles réprouvaient radicalement. J'ai ainsi le souvenir d'un collègue du ministère de la Justice qui, en 2013, travaillait jour et nuit pour écrire à sa ministre des discours et des argumentaires politiques et juridiques très convaincants en faveur du mariage de personnes de même sexe, et qui consacrait ses week-ends à organiser dans l'ombre les affichages et défilés de la manif pour tous. Dans son cerveau, l'étanchéité était parfaite entre sa loyauté professionnelle totale pendant ses heures de travail et la défense résolue de ses convictions
pendant ses heures de repos. Je pense aussi à celui-ci, favorable à l'accueil inconditionnel des étrangers, chargé de mettre en place des politiques migratoires restrictives, ou à celui-là, chargé d'indemniser les demandeurs d'emploi alors que, d'après lui, il aurait fallu sanctionner ceux qui n'acceptent pas les emplois proposés. Pour ma part, lorsque mes chefs m'ont ordonné, à certains moments de ma carrière, de mettre en place des actions qui, selon mon interprétation, étaient inopportunes, après avoir donné clairement mon avis, j'ai évidemment tout mobilisé pour réaliser ces opérations. La plupart d'entre nous fonctionnent ainsi, et les procès en déloyauté sont généralement injustes. Le rôle du fonctionnaire est d'être le garant d'une certaine rationalité technique, mais le raisonnable n'épuise pas la totalité du réel. Le vrai se trouve aussi ailleurs. Il se trouve d'abord dans un retour sur investissement difficile à évaluer, des externalités positives, comme un mieux-être ou une incitation à agir des autres acteurs de la société. Des paris coûteux et peu raisonnables ont pu faire avancer le rayonnement de la France ou la cohésion de la société. L'action publique doit également prendre en compte les émotions humaines et les délais de maturation, dans un pays qui combine de manière si particulière conservatisme et esprit révolutionnaire. L'appréciation des effets utiles d'une politique demande de la patience dans des domaines tels que la santé, la formation, la sécurité ou la lutte contre la pauvreté. Les élus de la nation, soumis à la sanction de l'élection et à l'interpellation quotidienne et sévère des citoyens, savent intégrer tous ces paramètres. Ils ont heureusement le dernier mot pour écarter les solutions, techniquement incontestables sur le papier, mais inadaptées aux réalités du terrain et incompréhensibles pour ceux auxquels elles s'appliquent. Expert technique ou élu fin connaisseur du tissu social, chacun doit rester à la place qui est la sienne s'il veut être respecté par son partenaire. Leur jeu de rôle est fructueux et oblige chacun à réfléchir et à convaincre l'autre. Au fond, malgré ce qu'ils en disent parfois, les dirigeants politiques reconnaissent cette loyauté des fonctionnaires. C'est pourquoi ils la remettent rarement en question par des sanctions. Lorsqu'un nouveau pouvoir se met en place, il garde les fonctionnaires choisis par ses prédécesseurs pour mettre en action la complexe machine bureaucratique. Il a besoin d'un outil à sa main, de personnel aux compétences éprouvées, et il s'efforce de ne pas perturber leur activité. L'histoire administrative française conserve ainsi la mémoire d'une grande stabilité des fonctionnaires à travers les soubresauts de l'histoire. Des personnalités, placées dans l'administration nationale ou dans celle des villes et des provinces, traversent sans heurts les régimes, continuant imperturbablement leur travail et appliquant avec loyauté des ordres radicalement différents. Tout bouge au sommet de l'État. Monarchie, révolution, empire, république, Vichy. Mais rien ne change à sa base, ni les pratiques, ni les récépissés. La veille de la Révolution, les fonctionnaires travaillaient à des décrets, des fiches et des circulaires. Le lendemain de la Révolution, ils reprennent décrets, fiches et circulaires en les adaptant au nouveau contexte. Le pouvoir en France use peu de son pouvoir de révocation. Par exemple, à la Libération, seul 1,4% à 1,8% des effectifs des fonctions publiques civiles ont été sanctionnés. La moitié seulement a été renvoyée, soit 22 000 à 28 000 fonctionnaires, dont entre un tiers et trois quarts furent réintégrés plus tard. Les fonctions subalternes sont particulièrement stables, mais même les hauts fonctionnaires ne sont touchés qu'à la marge par le système dit des dépouilles, qui ne concerne que ceux qui ont marqué clairement un engagement ou un zèle allant plus loin que la simple obéissance. Tel est le cas par exemple
pour ceux qui ont servi dans un cabinet ministériel. Les modalités d'éviction y surprendraient sûrement même les cadres d'entreprises aguerris qui ont vécu la brutalité d'une fusion-acquisition ou d'une liquidation. Je garde encore le souvenir, lorsque j'étais justement en cabinet ministériel, d'un remaniement au cours duquel mon ministre ne fut pas reconduit. À 9h du matin, lui-même et son cabinet, dont je faisais partie, travaillions normalement. À 11h, le porte-parole de l'Élysée annonçait le nouveau gouvernement. À 11h30, le nouveau ministre arrivait et l'ancien partait. À midi, l'huissier me retirait mon téléphone portable professionnel. À 13h30, mon successeur se présentait dans l'embrasure de la porte de mon bureau pour me demander s'il pouvait s'installer. À 14h30, j'étais chez moi sans autre affectation. Cette dignité du fonctionnaire à être un outil neutre, loyal au pouvoir en place, immuable au régime, rencontre cependant certaines limites. Il a d'abord le devoir, avant d'appliquer la décision prise par le pouvoir politique, de lui donner son avis et de l'alerter sur les risques. Il ne peut pas le faire publiquement, mais il doit l'exprimer clairement à ses autorités, sans peur de déplaire quelque mal ou perte qui leur en pu résulter, comme le dit le code de la chevalerie. Il doit donc prendre la parole en prenant le risque de fâcher son chef. Cette exigence n'est pas la plus évidente à respecter, et bien présomptueux serait celui qui peut affirmer avoir été sans exception d'un courage exemplaire en la matière. En réalité, chacun de nous utilise son droit de proposition, de critique et d'alerte avec circonspection, en distinguant l'essentiel de l'accessoire. À l'évocation de ce thème de l'obéissance sans faille, me viennent aussitôt à l'esprit les situations extrêmes. Dans la France de l'occupation, elle a montré ce qu'elle pouvait avoir de problématique. Pour cette raison, le fonctionnaire dispose depuis l'arrêt Langner du Conseil d'État en 1944 d'un devoir de désobéissance lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le principe est donc simple. Le fonctionnaire obéit aveuglément, sauf si on lui demande de ne pas respecter le droit en vigueur. Dans ce cas-là, il doit opposer un refus catégorique d'obéir. Lorsque j'ai débuté à la Direction générale des douanes et droits indirects en 1994, j'étais le plus jeune cadre supérieur. À ce titre, j'ai été chargé à un moment d'une tâche peu exaltante et donc trop longtemps repoussée, mais devenue inéluctable en raison d'un déménagement programmé. Il s'agissait de trier, classer, puis vider des archives envahissant toute une pièce. À cette occasion, je suis tombé sur une instruction à tous les services, préparée et signée par un de mes prédécesseurs qui occupait en 1942 exactement les mêmes fonctions, d'adjoint au chef de bureau que moi. La permanence des organigrammes administratifs est parfois renversante. Ce lointain collègue s'était vu confier la tâche de fixer les modalités de remise aux autorités allemandes des Juifs arrêtés par les douaniers alors qu'ils franchissaient illégalement une frontière, la Suisse en particulier. Se posait notamment l'épineuse question de savoir s'il fallait remettre à la kommandantur les enfants en même temps que les parents, ou s'il fallait les confier à l'assistance publique. Je me suis souvent imaginé à la place de ce lointain collègue. Qu'aurais-je fait quand mon chef, le sous-directeur, serait rentré dans mon bureau pour me demander de rédiger cette circulaire ? Comment aurais-je traduit les instructions du ministre ? Comment aurais-je usé de ma marge d'interprétation qui n'est pas si étroite dans ce genre de situation ?
Un rédacteur de notes administratives n'est pas un robot, et sa plume, au sein d'une aire de jeu définie, dispose d'une certaine liberté. En l'occurrence, il pouvait proposer un texte qui tirait le plus possible du côté de l'humanisme, ou au contraire, devancer les attentes de l'occupant. Ce dilemme n'est pas du même ordre que la question classique mais insoluble de savoir si nous aurions choisi à l'époque la résistance ou l'attentisme. C'est une question spécifique aux fonctionnaires. L'éthique du fonctionnaire implique qu'il s'interroge sur l'usage qu'il fait de son droit d'alerte et d'interprétation à l'intérieur du cadre étroit du devoir d'obéissance. Dans le cas évoqué, le dilemme était complexe. Dans un contexte de l'époque où la destination des trains de déportation était méconnue, ce fonctionnaire le mieux attentionné du monde avait pensé que ne pas séparer les enfants des parents était la mesure la plus humaine.